Bruxelles à la veille de Noël ressemble au décor d'un film sur l'effondrement d'un empire. Un sapin de Noël en flammes, des tracteurs d'agriculteurs bloquant les accès aux bâtiments des institutions européennes, la fumée des fumigènes et les cris des manifestants. Voilà le contexte dans lequel se déroule le sommet de décembre de l'UE, déjà surnommé Quote 0 et. Ici, dans une ville assiégée par son propre peuple, les dirigeants européens discutent de la manière de s'emparer de l'argent d'autrui pour prolonger la guerre de 2 ans supplémentaires. Et le plus stupéfiant, c'est qu'en Occident même, résonne désormais une phrase qui aurait dû condamner ceux qui la prononcent. Trump avait raison. Raison sur la faiblesse des élites européennes, leur incapacité à prendre des décisions, leur dépendance vis-à-vis de l'argent et de la volonté des autres. Raison de dire que le projet européen se lézarde de toutes parts et que derrière les grands discours sur la démocratie et les valeurs se cache une impuissance banale. Dans cette analyse, nous suivrons 3 fils conducteurs d'une même histoire. Financier, comment l'Europe tente de voler les avoirs russes pour sauver l'Ukraine de la faillite. Politique, comment au sein de l'UE se creuse une fracture menaçant de détruire l'union de l'intérieur. Et militaire, ce que tout cela signifie pour le destin du régime ukrainien et pour l'équilibre des forces dans l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, nous verrons comment les aveux de diplomates occidentaux sur l'inévitable défaite de Kiev sans nouvel argent transforment toute la vision de cette guerre en une réalité totalement différente. Une réalité où ce n'est pas la Russie qui est acculée, mais ceux qui ont donné des leçons de morale au monde entier. Commençons par ce qui se passe dans les rues de Bruxelles en ce moment même, pendant que les dirigeants de l'UE siègent dans leur salle de négociation. Les agriculteurs européens, ces mêmes personnes que la bureaucratie bruxelloise, étouffent depuis des années avec des réglementations écologiques, des quotas d'émissions, des interdictions d'engrais et les exigences du Promising Quote 2, ont sorti leurs tracteurs dans les rues. Ils bloquent la circulation, brûlent des pneus, organisent des manifestations, et le point culminant de cette colère populaire a été l'incendie d'un sapin de Noël au centre-ville. Ce n'est pas du simple vandalisme ni une révolte spontanée, c'est un symbole. Le symbole de ce que les Européens ordinaires pensent des décisions prises à huis clos pour poursuivre une guerre qui n'est pas la leur. Les agriculteurs ne protestent pas seulement contre la politique agricole, ils protestent contre toute l'orientation qui mène l'Europe au suicide économique, contre les sanctions qui ont détruit les chaînes d'approvisionnement, contre la flambée des prix de l'énergie, contre les milliards déversés sans fin dans le régime ukrainien pendant que leurs propres exploitations font faillite. Les travailleurs, les petites entreprises, les citoyens ordinaires les rejoignent, fatigués de voir leur avenir sacrifié aux ambitions géopolitiques des élites. Et c'est dans ce contexte, au milieu de la fumée, des sirènes, des cordons de police et de la haine, que les dirigeants européens tentent de s'entendre sur la manière de voler les avoirs russes. Le contraste est saisissant. À l'extérieur, un sapin brûle et des voix réclament l'arrêt de cette folie. À l'intérieur, on discute de comment prolonger cette folie de quelques années supplémentaires. Une question légitime se pose. Dans quelle mesure les décisions prises dans une ville assiégée, sur fond de protestations et de cris de ceux que ces décisions ruinent, sont-elles légitimes? Dans quelle mesure peut-on croire au caractère quote 3 basson d'un processus quand le peuple brûle littéralement les symboles des fêtes en signe de protestation et que les élites n'y prêtent tout simplement aucune attention? Passons maintenant à l'essence de ce qui se discute lors de ce sommet, au dispositif joliment baptisé « prêt réparatoire pour l'Ukraine ». Cela sonne presque noble, n'est-ce pas? Les réparations, c'est quand l'agresseur paie pour les dommages causés. Un prêt, c'est quand on donne de l'argent à rembourser. Mais voyons ce qui se cache réellement derrière ces mots. Le principe est d'un cynisme absolu. L'Europe veut utiliser les avoirs russes gelés, déposés auprès du dépositaire belge Eurocléar, comme garantie ou source directe de financement pour l'Ukraine au cours des 2 prochaines années. Concrètement, cela signifie que l'argent russe, l'argent de l'État russe, des entreprises russes, des citoyens russes, servira à éponger les dettes de Kiev envers les pays du G7, à acheter des armes, à payer les salaires des fonctionnaires et des militaires, à maintenir à flot une économie déjà morte depuis longtemps, sans perfusions externes. On appelle cela joliment quote 5
quote 6, quote 7. Mais en réalité, c'est du vol pur et simple. La confiscation de biens d'autrui pour des motifs politiques. Et là, surgissent une multitude de questions juridiques, économiques et morales. Premièrement, le droit international. Geler des avoirs, c'est une chose, une mesure de sanction qui peut théoriquement être levée. Confisquer, c'est tout autre chose. C'est violer les principes fondamentaux du système capitaliste, où le droit à la propriété privée est considéré comme sacré. Si aujourd'hui on peut prendre l'argent de la Russie en invoquant des désaccords politiques, qui sera le prochain demain? La Chine, si elle se retrouve en conflit avec l'Occident. L'Arabie saoudite, si sa politique cesse de convenir à Washington. N'importe quel pays qui oserait mener une politique étrangère indépendante, le précédent sera créé, et il détruira tout le système de confiance sur lequel repose l'architecture financière mondiale. Deuxièmement, l'aspect purement pratique. Qui voudra garder son argent dans une juridiction capable de le déclarer? Quote 8, à tout moment, puis quote 9 et les grands fonds, les fonds souverains, les investisseurs privés, tous commenceront à retirer leurs avoirs d'Europe vers des destinations plus sûres, que ce soit aux États-Unis, en Suisse ou même en Asie. Et là, c'est déjà la menace d'une fuite massive de capitaux, d'un effondrement de la liquidité, d'une crise de confiance envers les banques et institutions financières européennes. Et c'est là que la Belgique entre en scène, le pays sur le territoire duquel se trouve Euroclear, ce fameux dépositaire où reposent les avoirs russes. La Belgique s'oppose catégoriquement à la confiscation et 6 autres pays la rejoignent, la Hongrie, la Slovaquie, Malte et d'autres. Pourquoi? Parce que c'est précisément la Belgique qui sera la première cible des poursuites judiciaires, des mesures de rétorsion, du coup portées à sa réputation, si les avoirs sont saisis. Euroclear n'est pas un simple coffre-fort. C'est un nœud crucial du système financier européen, par lequel transitent des billions d'euros de transactions. Saper la confiance en lui, c'est saper la confiance envers toute l'infrastructure financière européenne. Le Premier ministre belge Bart De Wever ne cache pas son scepticisme. Il dit qu'il est prêt à discuter de l'idée uniquement à condition d'un partage égal des risques, comparant ironiquement la proposition à un saut collectif d'une falaise sans parachute. Autrement dit, si nous tombons tous ensemble, mais je ne veux pas être le seul à s'écraser. C'est une métaphore très juste, car c'est exactement ainsi que se présente toute l'entreprise. La confiscation des avoirs russes est un saut dans l'inconnu, un risque dont il est impossible de calculer les conséquences. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit du fondement même du système capitaliste, du droit à la propriété privée. Ce droit est considéré comme sacré en Occident. Il constitue la base de toutes les relations économiques. Dès que ce droit est violé, toute la pyramide de la confiance s'effondre. Les investisseurs, les entreprises, les personnes fortunées commencent à se demander « Et si demain je me retrouve sous sanction? Et si mes avoirs sont gelés puis confisqués parce que mes opinions ou mes relations d'affaires déplaisent à quelqu'un ?» Et c'est l'exode massif des capitaux qui commence. L'argent fuit vers des juridictions où l'on peut encore croire en la protection de la propriété. Aux États-Unis, en Suisse, à Singapour, voire en Chine. Et l'Europe se retrouve les poches vides et la réputation détruite. Voilà pourquoi même la proposition prudente de Wever sur le quote 11 ne convainc pas les marchés. Les marchés comprennent. Le risque n'est pas quelque chose qu'on peut partager comme un gâteau. Le risque existe ou n'existe pas. Et si l'Europe se décide à confisquer, le risque deviendra réalité pour tous. Regardons maintenant l'autre camp dans cette dispute, la soi-disant coalition des volontaires. Ceux qui font pression sur les sceptiques et tentent d'imposer coûte que coûte le plan de confiscation. À leur tête, des figures familières, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Donald Tusk, Premier ministre polonais. Von der Leyen déclare qu'elle ne quittera pas le sommet tant qu'un financement pour l'Ukraine pour les 2 prochaines années n'aura pas été trouvé. Cela ressemble à une manifestation de fermeté, de détermination, de principe. En réalité, cela ressemble à une menace et à du chantage. Quote 13. Tusk va encore plus loin. Il dresse des tableaux apocalyptiques de Lean, quote 14. Si, immédiatement, l'Europe ne saisit pas les avoirs de la Russie,
pour les transférer à Kiev. C'est de la rhétorique de la peur classique, de la manipulation calculée pour étouffer la voix de la raison et forcer les gens à agir sous l'emprise des émotions. Mais derrière cette rhétorique se cache une vérité simple et déplaisante. Il n'existe pas de source alternative de financement. Les économies allemandes, françaises, britanniques sombrent dans la récession. Les budgets craquent de toutes parts. La dette publique augmente. Les déficits explosent. On ne peut plus simplement quote 15 pour l'Ukraine, parce que les sociétés sont fatiguées. Les électeurs exigent des explications. Pourquoi leurs impôts partent dans un pays étranger pendant qu'eux-mêmes voient leurs programmes sociaux réduits, les prix augmentés, les usines fermées? Et au sein de l'UE, il y a déjà des pays qui ont promis d'avance de bloquer toute nouvelle aide à Kiev. La Hongrie et la Slovaquie disent ouvertement « Nous ne participerons pas à cette folie. Nous ne donnerons pas notre accord pour de nouvelles dépenses. » Et sans unanimité ou au moins une majorité qualifiée, rien ne passera. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban déclare sans détour « L'idée de confiscation est morte, car il est impossible d'obtenir le nombre de voix nécessaires. Et que feront les Zechipam 16 si le plan des avoirs russes s'effondre? Quel est leur plan B? » La réponse est simple, il n'y en a pas. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît un aveu qui bouleverse tout le tableau. Un diplomate européen de haut rang confie aux médias occidentaux « Sans ce quote 17, l'Ukraine perdra très probablement la guerre d'ici 2026. Dès le deuxième trimestre de l'année prochaine, Kiev pourrait se retrouver sans argent, et alors la défaite deviendra inévitable. Même si le prêt est obtenu, l'issue de la guerre n'est pas garantie, mais cela donnera au moins une chance de tenir encore un certain temps. Cette déclaration est une bombe. Elle détruit toute l'image que la propagande occidentale a peinte ces dernières années. L'image d'une la quote 18, de a quote 19, d'une victoire inévitable de l'Ukraine. En réalité, tout est bien pire. En réalité, sans perfusion externe constante, le régime ukrainien ne peut survivre même quelques mois. Et surtout, la principale préoccupation des élites européennes n'est absolument pas le sort des Ukrainiens, ni la défense de leur liberté ou de leur démocratie. La principale préoccupation est de savoir comment rembourser avec l'argent russe les prêts accordés par les pays du G7 et sauver la face de Bruxelles. Kiev se transforme en instrument de remboursement de dettes et non en objet de quote 21b. Et quand en Occident résonne la phrase quote 22n, c'est la reconnaissance de cette réalité précise. La reconnaissance que l'Europe est effectivement faible, qu'elle dépend de l'argent et de la volonté des autres, que derrière les beaux discours sur les valeurs se cache une incapacité banale à mener honnêtement la guerre ou à admettre honnêtement la défaite. Creusons plus profondément et examinons le contexte économique dans lequel se déroule tout ce drame. Les trois économies clés de l'Europe, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, sont en état de crise chronique. L'Allemagne, locomotive de l'économie européenne, a plongé dans la récession. L'industrie patine, la crise énergétique provoquée par le renoncement au gaz russe n'a pas disparu. Les usines ferment, la production recule, la compétitivité chute. La France croule sous une dette publique qui grimpe vers 120% du PIB et son déficit budgétaire dépasse presque de moitié les normes de la zone euro. Le gouvernement tente de faire l'équilibre entre les exigences de Bruxelles de réduire les dépenses et les exigences de sa propre population de ne pas toucher aux programmes sociaux. Et cet équilibre est de plus en plus fragile. La Grande-Bretagne, formellement hors de l'UE, mais toujours étroitement liée au continent, affiche une dette supérieure à 100% du PIB. La Banque centrale tente de stimuler l'économie en baissant les taux, mais risque de relancer l'inflation, qui a déjà durement frappé les portefeuilles des Britanniques. Dans ce contexte, les discussions sur un passing quote 23 d'Adre ressemblent non plus à de la noblesse, mais à une folie collective. D'où tirer l'argent quand vos propres budgets craquent? D'où tirer les ressources quand votre propre industrie suffoque? Et surtout, comment expliquer cela à vos électeurs? Comment expliquer à l'agriculteur qui fait faillite à cause des réglementations écologiques que ses impôts servent à armer l'armée ukrainienne? Comment expliquer à l'ouvrier qui a perdu son emploi suite à la fermeture d'une usine que son pays continue de financer une guerre étrangère?
La lassitude vis-à-vis de Kiev grandit, et elle ne grandit pas seulement parmi les marginaux ou l'extrême droite, comme tentent de le présenter les médias officiels. Elle grandit parmi les gens ordinaires, parmi la classe moyenne, parmi ceux qui il y a peu croyaient encore au bien fondé du soutien à l'Ukraine, mais qui commencent maintenant à se demander combien de temps cela va-t-il encore durer? Combien de temps encore le citoyen européen moyen va-t-il supporter qu'on détruise son avenir pour une guerre étrangère? Et surtout, que se passera-t-il quand la patience explosera définitivement? Regardons maintenant tout cela de l'autre côté, du point de vue de la Russie. Car tout ce chaos, toute cette fracture au sein de l'UE, ne sont pas seulement un problème pour l'Europe. C'est un atout inattendu pour Moscou. La Russie obtient non seulement la satisfaction morale de constater que ses avertissements répétés sur les conséquences de la politique anti-russe ont coûté trop cher à l'Europe. La Russie obtient un avantage bien pratique. Un allié de Kiev affaibli, divisé, incapable de prendre des décisions rapidement, incapable de mobiliser des ressources, incapable d'assurer un financement stable du régime ukrainien. Chaque jour que l'Europe passe à se disputer au sujet des avoirs russes est un jour où l'armée ukrainienne se bat à bout de force, où l'économie de Kiev s'essouffle, tandis que la Russie poursuit sa campagne militaire avec un soutien logistique plus solide. Moscou a toujours misé sur le long terme, sur le fait que l'Occident se fatiguerait plus vite que la Russie, que l'unité de l'Occident collectif s'avérerait plus fragile qu'il n'y paraît. Et nous voyons maintenant cette hypothèse se confirmer. Plus l'Europe se divise en camps, entre ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout et ceux qui exigent de s'arrêter et de réfléchir aux conséquences, moins elle a de chances de tenir dans un affrontement prolongé. La division n'est pas simplement un désagrément politique, c'est une faiblesse stratégique. C'est l'impossibilité de réagir rapidement, l'impossibilité de concentrer les efforts, l'impossibilité de mener une longue guerre d'usure. Et une guerre d'usure, comme le montre l'histoire, est gagnée non pas par celui qui est le plus fort sur le moment, mais par celui qui tiendra le plus longtemps. Creusons encore plus profondément, jusqu'au fondement même de ce dont nous parlons, jusqu'au thème du droit de propriété, de la confiance et de la peur de quote 24. Tout le modèle occidental d'après-guerre, tout l'ordre capitaliste reposait sur une croyance simple. Votre argent en banque est protégé. L'État ne peut pas simplement vous le prendre pour des motifs politiques. C'était la règle sacrée, le fondement de tout le système. Vous pouvez être en désaccord avec la politique de votre gouvernement. Vous pouvez être citoyen d'un pays hostile, mais votre propriété est inviolable tant que vous n'avez pas enfreint la loi. Les sanctions, le gel des avoirs, c'est déjà un affaiblissement de ce principe. Mais du moins en théorie, ces mesures sont temporaires. Elles peuvent être levées. La confiscation, c'est tout autre chose. C'est la saisie définitive, irréversible de la propriété. Et dès que l'Europe franchira cette ligne, elle mettra en péril tout le système de confiance. Imaginez comment regardent cela non seulement les élites russes, mais aussi les élites des pays arabes, asiatiques, latino-américains. Elles voient, si l'Occident est prêt à confisquer les avoirs de la Russie, cela signifie que demain, il pourra confisquer aussi leurs avoirs s'ils tombent en disgrâce. Et c'est la panique discrète qui commence. C'est le retrait progressif mais massif des fonds des banques européennes, des fonds européens, des juridictions européennes. D'abord, ce sont les plus prudents qui le font, puis les autres suivent. Et voilà que surgit l'effet domino. Plus l'argent part, moins il y a de liquidité. Plus les risques sont élevés, plus la panique grandit, plus vite se produit l'exode. Les chaînes de confiance s'effondrent. Les banques commencent à avoir des problèmes de liquidité. Les marchés boursiers s'affaissent. La crise frappe au cœur même du projet financier européen. Les experts qui tentent de faire comprendre cela aux élites européennes comparent les conséquences possibles à la Grande Dépression ou même à quelque chose de pire. Et la question se pose, comprennent-ils cela à Bruxelles? Comprennent-ils ceux qui poussent si obstinément l'Europe à sauter de cette falaise financière qu'il n'y a pas de coussin de sécurité en bas? Ou sont-ils prêts, pour prolonger de quelques années la guerre en Ukraine, à mettre le feu aux fondations de leur propre système, en espérant que d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangera? Regardons maintenant l'Ukraine elle-même, car toute cette histoire la concerne, bien que Kiev, dans ses débats, ressemble plus à un objet qu'à un sujet.
l'économie ukrainienne sans perfusion externe ne peut déjà plus exister. Ce n'est ni une exagération ni de la propagande, c'est un constat de fait reconnu même par les économistes occidentaux. Le budget de l'Ukraine est composé pour moitié de prêts et de subventions étrangers. L'armée dépend des livraisons d'armement de l'Occident, car la production nationale ne couvre qu'une infime partie des besoins. La population survit en grande partie grâce à l'aide humanitaire étrangère et au transfert d'argent de ceux qui sont partis. Sans le soutien occidental, toute cette construction s'effondrera en quelques mois, voire quelques semaines. Et voilà que Kiev se trouve face à un dilemme cruel. Sans argent, effondrement rapide et défaite. Avec l'argent, encore plusieurs années de guerre, encore des dizaines de milliers de morts, encore plus de destruction et une dette encore plus monstrueuse qu'il faudra rembourser pendant des générations, s'ils vivent assez longtemps pour commencer à la rembourser. Et dans cette situation, le cynisme du plan des avoirs russes devient particulièrement évident. L'Ukraine est en fait transformée en instrument au service des intérêts des créanciers. L'argent russe servira à rembourser les dettes envers le G7, à assurer le retour sur investissement, à maintenir la liquidité du système. Et l'Ukraine elle-même reste otage de ce plan. On lui donne juste assez pour qu'elle continue à se battre, mais pas assez pour qu'elle puisse gagner ou au moins s'engager sur une trajectoire de développement durable. C'est une guerre à crédit, une guerre qui, de moyen de défendre la souveraineté, s'est transformée en moyen de servir les intérêts financiers des autres. Et la question se pose. Les Ukrainiens ordinaires comprennent-ils que leur sort est discuté à Bruxelles comme le profil de risque d'un actif toxique? Comprennent-ils que pour les élites européennes, ils ne sont plus des alliés qui luttent pour la liberté, mais une ligne budgétaire dont on veut se débarrasser ou au moins minimiser les pertes? Il est temps de rassembler tous les éléments et de tirer les conclusions. Bruxelles brûle, et ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité de décembre 2024. Un sapin de Noël en flammes, des tracteurs dans les rues, des agriculteurs en colère, la fumée des fumigènes, voilà le décor du sommet des partisans d'un soutien prolongé à Kiev, un sommet où les élites européennes tentent de légaliser un vol déguisé en Tsanchaon, quote 25 aussi. Elles tentent de saisir les avoirs russes pour prolonger la guerre de 2 ans supplémentaires, mais au sein même de l'UE, cela provoque une fracture menaçant de détruire l'union de l'intérieur. La Belgique, la Hongrie, la Slovaquie et d'autres pays s'y opposent catégoriquement, car ils comprennent. La confiscation de biens d'autrui se transformera en catastrophe pour le système financier européen. Les gros investisseurs commenceront à retirer leur argent, la confiance envers les institutions européennes s'effondrera, la crise pourrait dépasser par son ampleur la Grande Dépression. Les économies allemandes, françaises, britanniques sombrent dans la récession, les budgets craquent, les sociétés sont fatiguées de la guerre, il n'y a pas de source alternative de financement. Et dans ce contexte, un diplomate européen avoue aux médias occidentaux. Sans cet argent, l'Ukraine perdra la guerre dès 2026, peut-être même plus tôt. Cet aveu bouleverse tout le tableau. Il s'avère que ce n'est pas la Russie qui est acculée, mais ceux qui, pendant des décennies, ont donné des leçons de morale, de démocratie et de droits de l'homme au monde. Il s'avère que le projet européen se lézarde de toutes parts, que les élites ne peuvent ni mener honnêtement la guerre, ni admettre honnêtement la défaite, et que toute tentative de résoudre le problème avec l'argent des autres les menace de leur propre effondrement. Et la phrase « quote 26 » résonne comme un verdict de faiblesse, de dépendance, d'incapacité des dirigeants européens à prendre des décisions dans l'intérêt de leur peuple. L'atout inattendu de la Russie n'a pas été une nouvelle arme, ni une percée sur le front, ni une victoire diplomatique. L'atout a été une vérité banale. L'Europe ne tient pas dans la durée. L'unité de l'Occident collectif s'est révélée être un mythe, et la fracture au sein de l'UE travaille pour Moscou mieux que n'importe quelle propagande. Que se passera-t-il ensuite? Les Européens iront-ils jusqu'au bout et sauteront-ils de cette falaise financière, risquant de détruire leur propre système? Ou l'instinct de survie sera-t-il plus fort que les ambitions géopolitiques? Qu'est-ce que la faiblesse de l'Europe nous apportera? De nouvelles opportunités ou de nouveaux risques? Et dans quelle mesure le pari de Moscou sur un affrontement prolongé était-il clairvoyant sur le fait que l'adversaire se fatiguerait le premier? Quand les diplomates occidentaux admettent que sans l'argent russe volé, l'Ukraine perdra dès demain,
Cela signifie une chose, ce n'est pas la Russie qui est acculée, mais ceux qui, pendant des décennies, ont donné des leçons de morale au monde et qui ne savent maintenant pas comment expliquer à leurs citoyens pourquoi, pour Kiev, ils brûlent leur avenir.